Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Vous vous en doutez, on va beaucoup parler du remaniement dans cette émission. Il va en occuper une bonne partie, alors participez, donnez-nous votre avis sur les entrants, sur Christophe Castaner, sur l'opération politique réussie ou non. On va en parler pour Emmanuel Macron, qui s'adressera d'ailleurs ce soir aux Français. Puis nous débattrons de cet autre événement politique du jour, le barouf, le mot n'est pas trop fort, fait par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise après les perquisitions ce matin dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Vous l'entendrez, si ce n'est déjà fait, le patron de la France Insoumise crie au complot, traite le pouvoir de tous les noms, l'accuse d'un coup de force, à se demander si ce ne sont pas lui et ses troupes qui sont à la limite du coup de force. Enfin, il sera question d'une femme mystérieuse qui a su se faire apprécier du couple Macron. Elle règne sur la presse people, mais elle a aussi ses entrées à l'Élysée. Elle a su se rendre indispensable auprès de Brigitte Macron. Elle s'appelle Mimi Marchand et fait l'objet d'une enquête très fouillée dans un livre qui paraît demain. Nous en parlerons en avant-première. Bonjour Olivier Duhamel, content de vous retrouver aujourd'hui pour commenter ce remaniement. Enfin, vous êtes politologue, vous présidez la Fondation nationale des sciences politiques. Vous allez peut-être ajouter le mot remaniement à la prochaine édition de votre livre Les mots de Macron, paru chez Dalloz. Et pour ceux qui ne le font pas encore, on ne peut que leur conseiller de vous écouter le samedi matin sur Europe 1 pour l'émission Mediapolis que vous animez. Bonjour Benoît Istrandi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, vous enseignez l'histoire en classe préparatoire et vous allez sans doute nous aider à prendre un peu de hauteur sur ce remaniement. Bonjour Erwan Lenohan, consultant en stratégie, membre du conseil scientifique de la Fondation et pour l'innovation politique et professeur à Sciences Po. Vous avez travaillé avec Jacques Attali, avec Claude Bébéa et vous avez écrit La France des opportunités, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas, c'est paru aux Belles Lettres l'an dernier. Exactement. Et bonjour Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Le Figaro qui consacre demain 5 pages à ce remaniement. Et puis évidemment, vous trouvez déjà des articles, des vidéos sur notre site sur ce sujet. Alors ça y est, c'est fait. 15 jours après la démission de Gérard Collomb, on connaît le visage du nouveau gouvernement. 8 nouveaux, 4 départs. Il y a une dose de modem, un petit pied de nez à la droite. L'arrivée d'un valsiste, nous allons passer tout cela au crible. Mais d'abord, on s'arrête sur la tête d'affiche, Christophe Castaner à l'intérieur. Il en rêvait, Macron l'a fait. On écoute le nouveau ministre de l'Intérieur, c'était lors de la passation de pouvoir tout à l'heure. Au moment d'accepter cette proposition, on s'interroge. On s'interroge sur la responsabilité qui est celle du ministre de l'Intérieur. On s'interroge sur la capacité à assumer cette fonction. Et très vite, on se rassure. On se rassure parce que ce ministère est à la tête de 300 000 femmes, hommes, totalement engagés. Olivier Duhamel, Christophe Castaner s'interroge lui-même sur sa capacité à assumer cette fonction. Un bon choix ou pas ? Oui, pourquoi pas. J'essaie de voir comment je peux me hisser à la hauteur dont vous avez dit qu'elle relevait plutôt d'un autre invité, donc c'est compliqué, mais je pense que c'est pas un mauvais choix parce que c'est un élu de terrain et que c'est très important, particulièrement à ce ministère, de mettre un élu. C'est un bon choix parce que c'est pas idiot de tenter un binôme avec un super flic, entre guillemets, et un super politique, parce que d'une certaine manière, Castaner, c'est quand même un super politique. Je veux dire, c'est une des grosses pointures socialistes qui rejoint Emmanuel Macron. Il s'est fait élire parfois dans des conditions assez difficiles dans le Sud-Est. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est un assez bon choix. Alexis, un épouvantail facile pour la droite, Christophe Castaner ? De toute façon, il y a plusieurs façons d'analyser cette affaire de Castaner. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez frappant, c'est qu'il faille 15 jours pour arriver à Castaner, qui était quand même effectivement le choix, au fond, le choix de la fidélité. Parce que la première raison pour un président de la République de choisir un ministre de l'Intérieur, c'est est-ce qu'il me sera fidèle, est-ce que je peux lui faire confiance ? Et de ce point de vue, c'est de toute évidence le meilleur choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce choix, qui crevait les yeux depuis le début, a fini par être fait en dépit d'autres candidats qui ont été poussés. Donc du point de vue de la fidélité, à mon avis, la question, elle ne se pousse pas. C'est aujourd'hui le plus proche d'Emmanuel Macron. Donc du point de vue, ça se défend. Du point de vue du poids politique, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Olivier Duhamel. Enfin, je suis à moitié d'accord. C'est vrai que c'est aujourd'hui... beaucoup de votre part. Donc, c'est déjà énorme. C'est un effort que je fais. Je prends la moitié. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que c'est au fond celui qui a le plus de poids politique, mais ce n'est pas du tout un poids lourd, Castaner. Ce n'est pas un poids lourd socialiste qui est passé chez Macron.
c'était un poids moyen, même plutôt un poids léger socialiste. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a si peu de poids lourds et même si peu de poids moyens chez Emmanuel Macron que les poids légers d'hier sont devenus les poids lourds. C'est qui malgré tout n'est pas poids lourd, on le devient. C'est oui, pas Simone de Beauvoir. Très honnêtement, si vous regardez dans les sondages, dans la hiérarchie de la popularité, il n'est pas du tout un poids lourd. Les poids lourds, c'était Hulot, les poids lourds, c'était Collomb, mais c'est jamais été Castaner. Castaner, les gens ne le connaissent pas. Donc, c'est pas du tout un poids lourd. Il va monter en popularité, vous allez voir. Et après, ensuite, l'efficacité, on verra bien. C'est un peu tôt pour le dire. Lui, il n'y connaît pas grand-chose. C'est vrai qu'il a un adjoint, entre guillemets, c'est pas exactement ça, comme un secrétaire d'État ou un ministre délégué qui connaît la boutique. Secrétaire d'État, je crois. Je ne sais plus s'il est... Oui, il est secrétaire d'État. Il est même le dernier dans la liste. Pardon, de Laurent Nunez, il est, je vais vous le dire, secrétaire d'État. C'est d'ailleurs auprès du ministre. Juste un point intéressant. Jusqu'à présent, le ministre de l'Intérieur était le deuxième. Alors oui, dans la hiérarchie, dans l'ordre protocolaire, était deuxième ou troisième. De deuxième rang à 11e rang. Guillaume Tabar nous soulignait ce matin. Oui, mais pourquoi c'est un truc qui a très bizarre. On parlera du rang protocolaire après. Je voudrais qu'Erwan, vous prononcez sur justement la figure de Castaner. Est-ce qu'un manque de popularité est un handicap sérieux? C'est un handicap, je ne sais pas si c'est un handicap, parce que de toute façon, les choix d'Emmanuel Macron, et depuis le départ, depuis un an, et le départ des poids lourds du MoDem, d'avoir des ministres qui ne sont pas nécessairement des poids lourds politiques. Après, dans le choix de Christophe Castaner, je rejoins assez ce que disait Olivier Duhamel, c'est-à-dire je crois que dans l'éventail des possibles, Christophe Castaner, c'est un élu de terrain qui connaît bien les électeurs, qui raconte comment il a reconquis sa circonscription en allant à pied, marcher, rencontrer tous ses électeurs. Oui, et c'est quelqu'un qui a la particularité d'avoir passé plusieurs mois à traverser sa circonscription à pied. Et c'est quelqu'un qui mine de rien, connaît bien sans mieux l'opinion, je pense, qu'un certain nombre de technocrates du gouvernement. Et pour ça, c'est important. Et que pour ça, sa mission est probablement de faire le lien avec les collectivités locales, que ça relève de son ministère, et c'est quand même compliqué aujourd'hui. Ça relève de Jacqueline Gourault, vous avez raison. C'est passé chez Jacqueline. Et il y a aussi la préparation, je crois, si je ne me trompe pas, d'un projet de redécoupage électoral. Et c'est pas plus mal. Il est là pour ça, le redécoupage électoral, ça c'est sûr. Alors, on donne la parole à Benoît Pelistrandi sur la question déjà que soulevait Alexis de le manque le nouveau monde qui trouve un peu ses limites parce qu'il y a un peu manque de personnalité et que du coup on va chercher. Je ne partage absolument pas l'analyse selon laquelle c'est un poids lourd ou ce serait une grosse pointure ou alors elles ont vraiment réduit. C'est pour les Castaner, il connaît les électeurs parce qu'il n'en a pas. N'oublions pas qui il était. La tête de liste socialiste aux élections régionales PACA, qui a fait que la gauche a dû avoir à choisir entre Christian Estrosi et le Front National, ce qui fait passer Christian Estrosi pour un homme de gauche. Alors c'est un magicien de la politique, Christophe Castaner. Et puis, franchement... Il n'a pas été que tête de liste originale, il a été élu à Fort-Calquier. Mais enfin, bon, c'est pas... Député aussi. Oui, député, mais c'est pas une circonscription. Non, Jean-Louis Bianco l'avait été, donc je veux dire... Non, franchement, je trouve que... En plus, le ridicule ne tue pas. Un homme qui a dit qu'il était quasiment amoureux d'Emmanuel Macron au début, c'est un flagorneur absolu, c'est quelqu'un qui n'a aucun Vous n'êtes pas amoureux de lui, en tout cas, ça c'est sûr. Non, je veux dire, je suis un peu étonné parce qu'on a mis 15 jours à trouver effectivement ce que disait Alexis Brézé, la solution qui s'imposait, comme on a mis une semaine à trouver François de Rugy, qui lui s'est inscrit dans la longue tradition des écologistes qui, de Brice Lalonde à Nicolas Hulot, sont toujours au même poste et les trusts, c'est assez affligeant. C'est-à-dire que... Vous ne pouvez pas dire ça quand même. Vous ne pouvez pas dire on a mis 15 jours, comme si on s'était... attendez une seconde là. On peut même pas avancer un argument sans avoir besoin de l'omatopée pour dire et à la fin ça sera Castaner. Et à la fin c'est Castaner, on le savait. Si l'on avait décidé, comme ça a été fait antérieurement pour Hulot, de se contenter de remplacer poste pour poste, vous pourriez dire... On a mis 15 jours pour Castaner. Quelle histoire de plus. Écoutez, excusez du peu, il y a 8 nouveaux. Non, mais vous êtes d'une mauvaise foi. C'est toujours comme ça avec les médias. C'est-à-dire, vous installez. Je termine juste ma phrase. Vous installez un commentaire dominant. Tout ça pour ça, tout ça pour ça. Et tout le monde annonce et répète la même chose sans regarder un instant les faits. Olivier, on va s'arrêter sur les autres aussi. On a même préparé des très belles infographies pour l'illustrer. Très bien.
Christophe Castaner, qui est en charge des cultes aussi, n'oublions pas les déclarations grotesques qu'il avait faites sur les femmes catholiques qui étaient voilées. Ça veut dire qu'il n'a aucune connaissance non plus de ce dossier-là. Le voile catholique de Domère. Voilà, c'est plutôt inquiétant. C'est plutôt inquiétant, c'est quand même quelqu'un dont on peut penser... Parce que vous appelez voilé des gens qui se contentent de mettre un foulard, et en effet, il était de tradition de mettre un foulard, et ça le reste encore parfois quand on va à la messe, je vous signale. C'est pas dans la rue, excusez-nous, pas dans les sorties scolaires. Oui. Alors, vous êtes sans doute nombreux, en tout cas, à avoir répondu à la question qu'on vous posait. Êtes-vous satisfait de la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur? Non, vous 65%. Un petit peu plus, me faites monter là. 72%. Oh, je suis pas très loin. 72%. Pas très loin. Alors, on l'a dit, on va s'arrêter parce que... Depuis qu'Olivier a voté. Christophe Castaner, c'est un choix associé à Laurent Nunez, on l'a dit, un spécialiste, patron de renseignement, de la DGSI. Les autres, maintenant, on va les passer un petit peu en revue, si vous voulez bien. Justement, je pense que ce n'était pas un choix, c'est qu'il n'avait plus le choix. C'est-à-dire que dans tous les noms qui lui ont mis sous le nez, il n'y avait pas de personne en qui il avait suffisamment confiance. Et donc, on a évidemment Darmanin. Donc, c'est l'argument de la confiance qui l'emporte. Évidemment. Donc, il n'a pas eu le choix, c'était la carte forcée à laquelle il a fini par se résoudre, mais qui lui crevait les yeux depuis le début. Et vous n'avez pas peur de la contradiction. Il y a 2 minutes, on met toujours comme ministre de l'Intérieur le plus proche, le plus loyal. Et là, décision forcée, il n'avait pas le choix. C'est un peu contradictoire. Mais parce qu'il a tenté autre chose. Et Édouard Philippe est allé essayer de lui vendre un coup d'arme. C'est Édouard Philippe qui a tenté autre chose, c'est pas Macron. Mais pourquoi à ce moment-là, il a mis 15 jours? Mais pas que ça. Si. Mais pas que ça. D'une part, et pour vous casser les pieds, il y a 3 jours, il ne le savait pas. Il a pris les médias comme des petits chiens, et il a pris une laisse, vous savez, les laisses avec enrouleur, et il a joué avec avant, on va faire, tiens, on va te faire le remaniement demain. Oh non, on va te laisser un peu plus, etc. Et là, pendant la machine médiatique a bouffé de la viande. Simplement, les gens se disent, il a fallu 15 jours pour trouver si tout le monde s'en fiche, ça n'a aucune importance. Mais non, mais il faut bien, ça n'a aucune importance. De plus, c'est très grave. Il a mis 15 jours, tout le monde s'en fiche. J'ai pas dit que c'était grave, mais aujourd'hui, c'était un peu désarticulé. Non, mais d'un autre côté, c'est aussi un peu difficile pour Christophe Castaner d'arriver et de jouer le ministre qui est indispensable, alors qu'effectivement, on a mis 15 jours à trouver cette solution. S'il avait été si indispensable, ça se serait imposé. L'équation politique... nouveaux membres du gouvernement, 8. C'est pas que Castaner, arrêtez, 8. Mais alors, on retrouve exactement le même profil que pour celui de Gérard Collomb. On a l'impression qu'à l'intérieur, ils font un turiféraire du président. C'est un peu dommage. On en parle, on l'a dit, on va les regarder même, avec un équilibre. Alors sans doute, on va commencer par Jacqueline Gourault, on en parlait qu'il y a un périmètre élargi, avec, Jacqueline Gourault avec associée à 2 ministres, l'un Sébastien Lecornu, l'autre Julien de Normandie. Là, c'est la prime du MoDem à Bayrou. Pour Jacqueline Gourault. Non, c'est un jeu de bonneteau. Non, mais le renforcement quand même de son périmètre. Je pense qu'il y a effectivement un geste envers François Bayrou. Donc il y a un côté très politicien, finalement, très ancien monde dans ce remaniement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de grands changements. On prend des fidèles proches du président et on fait des petits équilibres avec 1 ou 2 socialistes. C'est pas mal de proches de Bayrou, MoDem et Jacqueline Gourault. Et l'idée derrière, c'est de se dire il faut se réconcilier avec les collectivités, les territoires. Mais c'est pas Bussereau non plus, c'est-à-dire que il n'y a pas de Bon, là, je pense que c'est très bien et elle fait très bien l'affaire. Mais c'est pas ça qui va réconcilier avec les territoires. Un mot sur le fond. Là, Alexis a raison sur le caractère, je dirais tout simplement politique de ce remaniement. Ancien monde, nouveau monde, peu importe. Si Macron commence à comprendre qu'il faut aussi savoir faire de la politique et donc donner satisfaction au modèle, donner satisfaction à des gens qui viennent de gauche, donner satisfaction à son camp et donner satisfaction aux gens ouverts à droite, et ce qu'il a fait dans les 4 cas de ce ministère, c'est qu'il commence à comprendre l'importance de la politique. Ce qui est intéressant, là, c'est la question des structures gouvernementales. Vous avez 2 types de ministres quand on crée un gouvernement. Vous avez ceux qui veulent absolument être très haut dans le protocole. Pour moi, c'est les crétins, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais ils se battent, et s'ils sont 2, 3, 4, 5, 6, et mieux qu'avant, ils sont là à se pavaner comme un paon, et ils se rasent le matin avec beaucoup de bonheur. Et puis vous avez ceux qui se contrefichent de l'ordre, mais qui se battent sur les structures. Et ça, c'est autrement plus important. Et donc, le vrai changement, là, c'est le changement des structures qui, en effet, enlève à Castaner, enlève au ministère de l'Intérieur la tutelle des collectivités locales, les relations avec les collectivités locales, et les donne à ce ministère plein. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais c'est une tentative intéressante pour se dire, il faut que je structure autrement l'action publique pour arriver à mieux, non seulement avoir des meilleures relations avec eux, mais à mieux faire bouger les choses. Erwan, je vous donne la parole, quelques réactions juste...
quelques instants. Johan Baldusci, 15 jours pour attendre ce remaniement, était-ce nécessaire? Ça revient souvent. La fidélité, d'accord. Les internautes, ils pensent comme les journalistes et pas comme Olivier Duhamel. Ils regardent moins les faits, parce que vous ne leur donnez pas les faits. Alors évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En 15 jours, on a eu le temps de leur donner. Là, on commence à leur donner. Mais vous, dans vos propos, c'est juste blablabla, tout ça. Alors, pour ça, Nicole tout ça pour s'interroge. La fidélité, d'accord, mais les compétences, c'est plus léger. On l'a dit, le tandem entre Christophe Castaner et Laurent Nunez, encore que Laurent Nunez n'est pas vraiment un flic, en tout cas. C'est un préfet, c'est un... Oui, bon, mais pas de... très apprécié quand même. D'abord, quand on met un flic, les gendarmes ne sont pas contents. Quand on met un gendarme, les flics ne sont pas contents. Quand on met un magistrat, un préfet, en soi, c'est pas absurde. Après, est-ce qu'il fera bien le boulot? Les flics lato-censure. Ouais. Non, mais lui, c'est pas un peu. Non, mais je veux dire, c'est pas. Il n'est pas monté dans la métropolis. Il a été préfet en territorial. Il a quand même été préfet de police à Marseille. Il a dirigé un service de police à Marseille. Préfet de police à Marseille. Et puis là, la DGSI, le renseignement intérieur. Un haut fonctionnaire régalien. Monsieur Babineau Denis Castaner, c'est le choix de la sécurité. Et continue, Castaner est un homme de confiance, cela démontre une certaine fébrilité. C'est trop tôt pour juger si c'est un bon choix, mais il a peu d'expérience. Et toujours, monsieur Babineau qui continue, j'aurais quand même préféré des nouveaux visages. Et ça revient aussi, c'est des troisièmes couteaux, enfin tout ce qu'on évoque sur le côté. Finalement, il n'y avait pas non plus des tonnes de noms et de personnalités qui se dégageaient. Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, il n'a pas brillé. Il n'a pas brillé. Le Parlement n'a pas bien réussi à seconder l'action du gouvernement. C'est pour ça que ce choix est quand même très étonnant, parce qu'il aurait effectivement été un très bon secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Il y avait une logique dans cette ascension. Là, vous auriez mis qui alors à l'intérieur juste pour moi? Je ne suis pas président de la République ni Premier ministre, fort heureusement. Vous savez quels sont les mauvais choix. Moi, je pense que la grande erreur, c'était de se brouiller avec Valls il y a quelques mois. Oui. Macron a inutilement humilié Valls, qui du coup était à la Barcelone. Vous avez mis Valls. J'aurais mis, si entre-temps ne s'était pas brouillé, Valls. Et alors j'imagine l'émission Marie-Amélie. Valls, qu'est-ce que vous en pensez? Brézé. Ah bah c'est ça le nouveau monde. Allez chercher Valls à l'intérieur. Pas vrai. Non, pas du tout, parce qu'il avait plutôt un bon bilan. Là, tout prendre, Le Drian, et d'ailleurs Macron a quand même essayé de décider Le Drian, et Le Drian n'a pas voulu. Je pense que Le Drian avait plus de poids politique. Je ne dis pas que ça serait un meilleur ministre de l'Intérieur que Castaner, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, en termes d'incarnation politique, il pèse plus lourd que Castaner. Bon, et Le Drian n'a pas voulu. Donc restait Castaner, qui lui a le grand mérite d'être un fidèle des fidèles. Voilà. Deux remarques au-delà de Castaner sur le remaniement. Moi, je trouve que ça montre, que Macron se contente, mais c'était important, de consolider sa majorité, parce qu'il ne va pas chercher plus à droite, il va chercher des gens de droite qui étaient déjà dans sa majorité, il va rechercher des modems qu'il avait lui-même fait sortir du gouvernement il y a un moment, il va rechercher un peu de socialistes, qui sont des socialistes qu'on savait être compatibles avec lui. Donc il a aujourd'hui, il consolide sa majorité, c'est important. Moi, j'ai plutôt l'impression que pour aller plus loin dans les réformes, il aurait fallu qu'il élargisse sa base électorale. Donc je ne suis pas convaincu que ça change grand-chose là-dessus. Deuxième chose, je trouve que c'est un signe, mais plutôt positif pour moi, qui revient sur des principes anciens qui étaient pas de politique, mais plutôt des techniques. Là, clairement, il fait un remaniement qui est politique, et je pense que ce qui lui manquait depuis 1 an et demi, c'était la politique. Et deuxième chose, il va rechercher des centristes qu'il avait fait sortir lui-même. Donc il revient sur sa première philosophie de conception de gouvernement en 2017. Alors on s'arrête encore sur quelques noms, si vous voulez bien. Donc on le sait, Franck Riester, qui est un ministre de la Culture, qui vient de la droite, à agir, constructif. Oui, voilà, mais c'est une droite qui, depuis le début, soutient Emmanuel Macron. C'est pas il n'élargit pas son assise électorale. Il n'était pas exactement dans la majorité. Il n'avait pas sauté le pas. Mais il était plus exactement. Il voulait agir. Non, mais il était, à l'inverse de ce groupe, il était du côté de ceux qui étaient... Oui, parce qu'il était plus proche de Macron que de LR. Absolument. Mais je veux dire, c'est quand même un tout petit chouïa de plus de récupération sur la droite. Et Didier Guillaume, qui remplace Stéphane Travert à l'agriculture. Didier Guillaume, qui vient du PS, et valsiste. On parlait justement de l'éloignement de Manuel Valls. Et qui avait annoncé en janvier qu'il abandonnait la politique, qui avait pris la responsabilité du groupe de la Coupe du Monde de rugby, et puis qui après a dit finalement ce truc de rugby, je crois qu'il a réalisé que c'était pas payé. Et qui est voilà. Et normalement les gens regardent ça. C'est ce que j'ai entendu. J'ai pas vérifié, mais c'est très rare les gens qui font des trucs pas payés, n'est-ce pas, Alexis? Et puis alors ensuite, il fallait pas lancer le sujet. Ensuite, il est revenu au Sénat, mais du coup, il n'a pas pu retourner au groupe socialiste. Oui, on leur a dit, il s'est mis au groupe radical, et puis paf, le voilà ministre. Et sans doute, ça compense le départ de Jacques Mézard,
parce que Jacques Mézard, sénateur du Cantal, représentait un interlocuteur important. Oui. Or, moi, il me semble quand même que ce remaniement ne permettra sans doute pas à la réforme constitutionnelle de passer. Moi, je pense que maintenant, Gérard Larcher va vraiment faire du Sénat un lieu d'obstacle à cette réforme constitutionnelle pour ne pas offrir cette victoire politique à Macron. Alors là, cher ami, si vous me présentez un remaniement ministériel dans l'histoire qui est servi à une révision constitutionnelle pour qu'elle marche, ça n'existe pas. Ce sont des choses qui ne sont pas corrélées. Peut-être, mais ne sont pas corrélées. Il n'y a pas de rapport. Non, mais je pense que par rapport, c'est-à-dire là, il y a un signe qui est envoyé en choisissant Didier Guillaume, et on remercie Mézard. Donc on fait venir Didier Guillaume, c'est pour continuer à essayer d'avoir au Sénat, où le groupe En Marche ne représente quasiment rien. Enfin, c'est 25 sénateurs. Non, mais il y aura besoin au moment du vote de la réforme constitutionnelle de cette majorité qualifiée. Si le Sénat y fait obstacle, ça ne passera pas. Mais on sait depuis le début qu'il y fera obstacle, en tout cas un certain nombre de gens qui connaissent l'affaire. Alors, avant la réforme institutionnelle, on aura le temps d'en reparler. La finalité de ce remaniement, c'était le second souffle. De ce point de vue, le pari. Qu'est-ce que vous souffleriez? Emmanuel Macron doit s'exprimer à la télévision ce soir, faire une allocation. On en est à 2h30 ou 3h. Qu'est-ce que vous lui souffleriez pour dire, ça y est, on repart De ne pas faire d'allocution ce soir. Je pense que, si vous voulez, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Franchement, je trouve, je ne vais pas me répéter, mais le discours, tout ça pour ça, a été exagéré, parce qu'il y a quand même des changements, 8 nouveaux membres d'une équipe gouvernementale, c'est pas rien. Le fait qu'il ait fait un dosage politique très calculé, comme on l'a dit, c'est pas rien. Ça prouve qu'il comprend l'importance de ces choses-là. Et en même temps, ça ne mérite pas une allocution présidentielle, parce que c'est pas non plus quelque chose de très important. Une allocation. Oui, je me suis repris. Excusez-moi, je pouvais compter sur vous pour souligner mon erreur. Je vous remercie. Les 8 nouveaux membres, je vois pas où vous les trouvez. C'est pas 8 nouveaux. C'est pas 8 entrants dans le gouvernement, il n'y en a pas 8 nouveaux. On a changé. Mais écoutez, moi j'ai Didier Guillaume, vous allez chercher 1, Marc Fesneau, ça fait 2, Franck Riester, ça fait 3, Laurent Nunez, ça fait 4, Emmanuel Vargon, ça fait 5, Christelle Dubos, ça fait 6, Agnès Pannier. On n'a pas parlé de Gabriel Attal, par exemple, le Benjamin. Et Agnès Pannier-Runacher, comme ça j'ai cité les 8. Je suis content d'informer Alexis. Je suis d'accord. Gabriel Attal. Moi, c'est ce qui me frappe dans tout ce remaniement, c'est que depuis le début de cette émission, on a à peu près parlé de gens. Ils ne sont pas hyper connus. Donc je pense que les gens qui écoutent ne connaissent pas un seul. C'est bien ça, c'est intéressant, c'est Nouveau Monde. Quand c'est Ancien Monde, vous dites ridicule, c'est Ancien Monde. Quand il y a des gens qu'on ne connaît pas, vous dites vous je dis que c'est quand même le signe d'une immense faiblesse. Quoi que ce soit, tout est signe de faiblesse, c'est pas sérieux. Mais Olivier, vous le voyez bien. Bayrou est parti pour des raisons qui ne. Collomb est parti, Hulot est parti. Quand on compare, ne serait-ce qu'au gouvernement de Hollande, au gouvernement de Sarkozy, au gouvernement de Jospin... Mais personne ne connaissait Blanquer, personne ne connaissait Gilles, personne ne connaissait Belloubet. Et les gens disent maintenant que ce sont des ministres de qualité. Qu'est-ce que vous en savez? Je pense que tant qu'à faire qu'à prendre des inconnus, à ce moment-là, il valait mieux, je pense, aller au bout de ce qui avait été engagé. Et je pense que de ce point de vue, c'est une occasion perdue. Je pense que... il fallait continuer justement ce que vous dites, Blanquer, Belloubet, Buzyn, la société civile. Parce qu'il vaut mieux, on peut dire les politiques c'est mieux que la société civile, mais il vaut mieux des gens de la société civile qui permettent de faire advenir une mutation politique que des vieux politiciens un peu centristes, un peu socialistes, un peu machin. C'est pas sympa mais on dirait du Hollande. Franchement, les calculs, on dirait du Hollande. La difficulté, c'est qu'on... Ce qui n'était pas le cas de Blanquer, ce qui n'est pas le cas de Buzyn, ce qui n'est pas le cas de Blanquer, Buzyn, etc. Quand vous regardez les sondages, aujourd'hui, ne sont pas connus des Français. Et par ailleurs, le problème de la société civile, c'est que ce n'est pas simplement au gouvernement. Il fallait aussi, et c'est là où le Parlement n'a pas imprimé du tout, l'espoir que l'élection de Macron avait soulevé, c'est qu'effectivement, il y avait une façon différente de faire de la politique et la société civile aurait pu s'y reconnaître. Le problème, c'est qu'elle ne s'y reconnaît plus. Et aujourd'hui, tout le monde chante les louanges de Jean-Michel Blanquer, qui a l'air effectivement d'être un ministre compétent. Quand vous regardez dans le détail, rien dans la structure du ministère n'a changé, rien dans les directions du ministère n'a changé. Nous sommes quand même, pour ceux qui connaissent un peu le dossier,
quasiment au mois de novembre. Les programmes changent pour la première l'an prochain et pour la terminale. Rien n'est défini sur le nouveau bac. Donc, on est malgré tout dans beaucoup d'improvisation. Et la difficulté qu'a Jean-Michel Blanquer, c'est qu'en réalité, il est un pur produit de la superstructure du ministère de l'Éducation nationale. Alors, il le fait mieux qu'un certain nombre de ses prédécesseurs qui, effectivement, n'y connaissaient rien, mais c'est un pur produit de cette superstructure. C'est une caricature. Il a été professeur de droit à l'origine, il a été directeur de l'ESSEC. Vous caricaturez. Il a été DGESCO, il a été recteur. Donc les deux, donc vous caricaturez en disant qu'il n'est que le produit de... Mais quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas relayé à l'intérieur de son administration, et permettez-moi, pour le coup, je connais un peu le dossier, il n'est pas relayé parce qu'il a des blocages, parce que vous avez effectivement, au niveau, par exemple, des choix pédagogiques ou de l'inspection générale, des hauts fonctionnaires qui freinent tous les projets du ministre. Et quand Emmanuel Macron avait dit on va faire un spoil system, ce qui avait choqué, et qu'il ne peut pas faire parce qu'il y a des règles. Et voilà. Et c'est là où les ministres sont coincés. Effectivement, moi je crois que Jean-Michel Blanquer a quand même fait beaucoup de choses pour rattraper les catastrophes qui étaient auparavant. Mais effectivement, pour ceux qui connaissent le fonctionnement interne du ministère, ils vous disent qu'il se heurte à énormément de résistance et que le changement est très progressif. Pour répondre à votre question de savoir si on a un nouveau souffle, clairement non. On a, à mon sens, on a aujourd'hui une consolidation de la majorité. Et donc, le gouvernement a traversé une période de 2-3 mois qui était compliquée. Là, l'idée, c'est on se ressaisit, mais il n'y a pas le nouveau souffle. Alors, peut-être que Emmanuel Macron essaiera de le donner ce soir dans son discours, mais il ne vient pas du remaniement en tant que tel. Mais en même temps, personne n'attendait de nouveau souffle du remaniement. Ce sont les remaniements qui... Exactement. Provoquer une espèce d'adhésion formidable. La question, c'est de et savoir quelle va être la politique. À la question Twitter que nous vous posions, êtes-vous convaincu par ce remaniement ? Vous n'êtes guère convaincu, à 84%, vous répondez non. Et enfin, je voulais vous donner... Non, le résultat de la question, il est donné. Sur le côté, Emmanuel Macron qui parle à 20h. Et le côté aussi, qui pour En Marche maintenant ? Parce que finalement, c'est un peu le parent pauvre de l'histoire. Enfin, le parent pauvre, peut-être en tout cas que... Castaner a plus ou moins fait le job pendant un an. Ça va être compliqué de le remplacer à la tête d'En Marche. Olivier, vous avez bien une idée ? Non, je ne suis pas directeur des ressources humaines d'En Marche, donc je ne sais pas, j'ai entendu parler de Griveaux, mais ça impliquerait qu'il essaie d'être en parole. C'est compliqué, ils se disputent déjà. De toute façon, à la tête d'En Marche, il y a un double problème, c'est que d'abord, quelle que soit la personne qu'on mette, à l'heure actuelle, elle ne serait pas connue, donc il faut qu'elle se construise une notoriété, une compétence. Et deuxièmement, En Marche est un objet fluide, ou mou, je ne sais pas trop, quoi, ou une amibe. Enfin, c'est pas un mouvement politique structuré. Donc la vraie question, c'est pas... L'urgence va être un peu plus urgente. Mais on peut fabriquer une liste pour les européennes, c'est pas trop difficile. Il y a un petit problème de tête de liste. Le vrai sujet, c'est les municipales. Parce que les européennes, ils parient sur le nom de Macron. Leur vrai sujet, avant ou au-delà, comme vous voulez, c'est de structurer un mouvement politique consistant, ce qui n'est pas le cas. Mais les européennes, ça comptera, parce que ça, c'est un scrutin national. Si la liste En Marche, même si elle arrive en tête, mais qu'elle fait 25%, elle répète le score du premier tour d'Emmanuel Macron, ça veut dire qu'on a beau élargir à droite, à gauche, etc. Tout ça, ça serait une bénédiction. Il serait prêt à... Voilà, précaution, il indique que même 25, ce serait un échec, parce qu'on ne sait jamais. La difficulté, elle est là. C'est-à-dire qu'arrive un moment où il y a quand même une sorte d'objectivité des données, et si on a élargi la majorité, ou on a consolidé, on termine au score où on était 2 ans auparavant, ça pose un problème. Pour les européennes, je pense que leur stratégie, c'est de miser sur le nom du président, c'est-à-dire c'est de nationaliser la campagne. À mon avis, c'est périlleux. Et puis, l'argument, je ne suis pas très convaincu par l'argumentaire nationaliste contre progressiste, il est, à mon sens, dangereux également. Mais leur vrai enjeu électoral, c'est de trouver les têtes de liste ou des listes dans chacune des villes où ils vont devoir présenter des candidats en 2020. Et 2020, c'est demain. Et donc, il y a un énorme travail à faire pour En Marche de structuration. Allez, on passe à l'autre sujet politique du jour, les perquisitions menées ce matin chez Jean-Luc Mélenchon et dans les locaux de la France Insoumise. Ces perquisitions menées dans le cadre de 2 enquêtes ouvertes sur les assistants parlementaires et les comptes de campagne de la France Insoumise. Aussitôt, Jean-Luc Mélenchon n'a pas hésité à dénoncer un, je cite, coup de force politique, et ses troupes a appelé à la résistance. Regardez, c'était ce matin devant le siège de son parti. Regardez, écoutez bien, et puis vous nous direz ce que vous en pensez. C'est un coup de force contre nous, parce que c'est destiné à nous faire peur et à m'intimider. Pour ce qui me concerne, c'est un échec total. Ma nature personnelle fait obstacle à toute intimidation. Mais pensez aux braves gens qui ont été réveillés ce matin, qui ont des petits à la maison pour ceux qui en ont, et qui ont vu surgir la force policière armée pour perquisitionner chez eux. Nous sommes des honnêtes gens. Nous ne nous livrons à aucun trafic.
Nous n'avons rien à cacher. Tout est public dans ce que nous faisons. C'est une volonté de leur part de nous intimider, de criminaliser notre action politique. Je ne me laisserai pas faire, je n'ai pas peur, mes amis n'ont pas peur, c'est eux qui vont avoir peur du retour de bâton. Résistance. Erwan Lenormand, on est encore dans le débat politique. Non, moi je suis extrêmement choqué par cette vidéo que je n'avais pas vue. Je suis choqué par la vidéo que j'ai vue ce matin où il s'est filmé, où je cite, il explique que ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Il enfile son écharpe en disant pour que vous terminiez de bien comprendre qui je suis. Je n'ai peur de personne, nous sommes honnêtes, vous, etc. Enfin, un discours d'abord complètement mégalo. S'il n'était pas en démocratie, dans un état de droit, Jean-Luc Mélenchon n'aurait jamais pu se filmer avec les policiers qui l'entourent, quand même, parce qu'il dit qu'il est victime d'un complot. Qu'on le regarde, ce sera plus simple. C'est effectivement la vidéo qu'a postée Jean-Luc Mélenchon. Il s'est filmé pendant la perquisition qui était menée chez lui ce matin. Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition depuis 7h du matin chez moi, ainsi qu'au siège du parti, là, le parti de gauche. S'il vous plaît, dites partout que ceci est naturellement un acte politique. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi, Mélenchon. Erwan, je vous laisse continuer. On sourit, mais on sourit qu'à moitié. Non, parce que moi je trouve son discours extrêmement dangereux. Il y a, j'ai l'impression, dans la société française, un certain nombre de tensions. Il joue et on a quelqu'un là qui est avec une boîte d'allumettes dans une grange pleine de paille et qui s'excite à savoir quand est-ce que ça va péter. Donc je trouve que ce discours n'est pas responsable pour un élu politique. En plus, c'est mégalomaniaque et on a qu'il soit victime d'une perquisition. J'imagine que c'est pas agréable. 7h du matin, il me semblait que ça pouvait même intervenir dès 6h. C'est sûrement pas agréable, mais il y a une procédure judiciaire. Il pourra faire valoir ses droits comme il doit déjà les faire valoir avec ses avocats. Tout ça est un montage médiatique pour se placer dans une posture de victimisation populiste qui me semble ne pas être pas saine du tout pour un fonctionnement de la démocratie. Victimisation pas saine du tout, Benoît Pélistrandi. Du tout. Tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, au moment des questions d'actualité au gouvernement, il a fait un très bon numéro. Ça, vraiment, il mérite un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il serait crédible s'il avait fait la même chose pour ce qui se passe au Venezuela, où là, il n'y a pas de perquisition, mais on passe les opposants par la fenêtre quand ils sont dans les commissariats de police. Et moi, je me souviens de l'attitude absolument indigne de Jean-Luc Mélenchon face à Laurence Debré dans l'émission politique, où il avait été d'une muflerie absolument incroyable, alors qu'on était en train de parler de quelque chose qui est dramatique, ce qui se passe au Venezuela. Donc, Jean-Luc Mélenchon serait crédible s'il a vu la même indignation pour ce qui se passait dans des pays qu'il considère un peu des modèles. La thèse du complot politique, elle est un peu éculée, Alexis? Écoutez, moi je suis partagé sur cette affaire. Évidemment, il en fait des tonnes, il en fait des kilos, il joue à la victime et tout ce qu'on vient de dire est absolument vrai. Et évidemment, il joue avec le feu. Je pense que dans une certaine mesure aussi, la justice joue avec le feu dans tous ces dossiers. Il faut bien voir qu'on est quand même dans une situation aujourd'hui où on peut se retrouver avec Marine Le Pen interdite de faire de la politique demain, à cause de cette histoire d'assistant parlementaire, Mélenchon interdit de faire de la politique demain. François Bayrou est de facto, pour la même raison, interdit aujourd'hui de faire de la politique. Parce qu'il avait démissionné, oui. Et s'il n'a pas été ministre, s'il n'est même pas envisageable qu'il soit ministre, c'est parce qu'il sait que depuis qu'il a démissionné, Bayrou, il n'a pas eu, pas plus que Mélenchon avant lui, pas plus que Marine Le Pen avant lui, un coup de fil d'un policier qui lui a demandé de venir, de s'expliquer, etc. Mais il sait que le jour où il est nommé ministre, s'il était nommé ministre, le lendemain, il aurait droit au grand machin, etc. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Est-ce que je crois pas, je ne pense pas du tout que ce soit le pouvoir, mais je dis qu'on est quand même dans une situation où la justice est en train, pour des bonnes ou mauvaises raisons, cette histoire d'assistant parlementaire, sans doute c'est pas légal, mais qui est en train de faire le tri dans les gens qui, dans ce pays, ont le droit de faire de la politique ou pas de faire de la politique, si à la fin des fins, et je ne défends pas Jean-Luc Mélenchon, je ne défends pas Marine Le Pen, je ne défends même pas François Bayrou, mais si à la fin des fins, on se retrouve avec tous ces acteurs-là, qui sont des acteurs importants, qui représentent quelque chose, qui sont interdits de politique, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas, qui va pas. Olivier Duhamel, je sens que vous avez plein de choses à répondre. Oh non. Vous sentez pas juste là, non. Non, parce que j'ai pas envie de dire la même chose que tout le monde, sauf peut-être ce qu'a dit Alexis à la fin.
Je ne connais pas très bien le dossier, donc je ne sais pas s'il y avait des motifs impérieux à faire perquisition. De toute façon, je n'ai jamais compris, moi, comment des gens qu'on accusait de quelque chose, ça pouvait être utile 3 mois après de faire une perquisition chez eux, mais il paraît qu'il y a des cas où il y a des gens qui gardent quand même des choses. Enfin, moi, je sais que... On l'a déjà vu. Moi, je sais que dès que... On ne les fait pas venir pour leur demander, c'est comme la base. Dès que Brézé esquisse à un policier l'idée de perquisitionner chez moi, je me débarrasse immédiatement de tout ce qui pourrait être gênant. Parce que c'est quand même lui rendre un service immense. Il faut bien voir que ces vidéos qu'on vient de regarder, elles vous choquent. Elles nous choquent. Il y a énormément de gens qu'elles ne choquent pas. Il y a énormément de gens ce qui choque, c'est qu'on aille perquisitionner chez Mélenchon et ça le héroïse. Ça le victimise et le héroïse. Donc il faut des sérieux motifs pour prendre des risques politiques comme ceux-là. Et voilà ce qui fait que je suis partagé, ce qui fait que ce que je dis n'a aucun intérêt. Pas du tout, jamais. WB nous dit, c'est quand même étrange, ça tombe sur Mélenchon, Le Pen, Fillon, mais ça ne tombe jamais sur La République En Marche. Étrange, étrange. Vous voyez, tout de suite, on pense ça. Nicole, je n'ai pas entendu Mélenchon quand ils se sont attaqués à Fillon, puis à Le Pen. Quand c'est la droite, c'est pas grave, mais quand c'est eux, point de suspension. Monsieur Babineau, qui est très présent ce soir, à l'image de Marine Le Pen, je trouve que Mélenchon instrumentalise la justice à des fins politiciennes. Sur le précédent, c'est pas complètement vrai, parce que Mélenchon s'était insurgé contre la décision Le Pen. Et là, on va voir, on peut peut-être regarder les images cet après-midi à l'Assemblée. Le fait qu'il ne se soit rien passé depuis l'élection présidentielle jusqu'à aujourd'hui, c'est pas normal. C'est-à-dire que pendant 3 mois, il y a un acte par jour parce qu'il y a l'élection, et puis tout d'un coup, il ne se passe plus rien. Mais je veux dire, à un moment, ou bien c'est très grave, il faut avancer, ou bien c'est pas si grave, c'était peut-être pas la peine d'en faire un par jour. On sent qu'il y a... Je ne crois pas, moi, l'instrumentalisation, qu'il y a quelqu'un dans le bureau de la République. Mais il y a des emballements et des ralentissements et des comportements judiciaires qui, quand même, à tout le moins, prêtent à commenter. Pour le citoyen lambda, c'est incompréhensible. Monsieur Babineau, toujours qui nous dit ce qui est surprenant, c'est le timing, quand même, perquisition le même jour du grand remaniement. On peut dire, on peut s'interroger. En même temps, ça pollue aussi un petit peu le remaniement, donc c'est à double tranchant. On voyait les images là, pour reparler du FN, RN et de la France Insoumise. Quand Jean-Luc Mélenchon parlait cet après-midi à l'Assemblée, les bancs du Rassemblement National applaudissaient. On va le voir. Donc on voit effectivement les élus du Front National applaudir aux propos de Mélenchon. Il a perdu son titre de meilleur opposant, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. C'est difficile à dire, parce que là encore, le problème, c'est que Macron ne réussit pas, mais l'opposition est dans un état encore plus... Enfin, les oppositions sont dans un état encore plus lamentable. Moi, je suis plutôt inquiet. Cette fois-ci, simplement comme citoyen, justement, de cette déliquescence. Je pense que l'élection de Macron représentait la promesse d'une recomposition, qui a beaucoup de déception du fait que cette recomposition n'est pas en train de s'opérer, et en même temps qu'aucune alternative n'est en train de se construire. Me semble-t-il, enfin c'est comme ça que je l'interprète. Vraiment, je me place ici comme le citoyen lambda, essayant de... Le plus stupéfiant quand même, parce qu'il est devenu si faible qu'on n'en parle plus, mais c'est la déliquescence du Parti socialiste. C'est-à-dire le fait que le nouveau leader est quasi inexistant, ne parvient même pas à avoir une parole écoutée. Le fait que une partie de l'aile gauche importante du Parti socialiste parte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Benoît Hamon a quitté le Parti socialiste, Manuel Valls a quitté le Parti socialiste, Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann quittent le Parti socialiste. Didier Guillaume, dont on parlait tout à l'heure et qui devient ministre, a quitté le Parti socialiste. De tous les côtés, c'est la débandade d'un parti qui a été un des principaux partis en France depuis un siècle. Mais c'est vrai que sur ces ruines, et je rejoins ce que dit Benoît Bélissrandi, Macron n'arrive pas à reconstruire quelque chose. Il y a les ruines, on les voit bien, mais il n'arrive pas à rebâtir quelque chose. Peut-être que c'est pas possible. Tout ce que vous dites est profondément juste, mais c'est probablement lié au fait que le champ dévasté est encore plus vaste qu'on ne le croit. Si je peux me permettre de dévaster vaste, vous m'excusez. C'est l'ensemble du politique en ce moment qui est mité, miné, rongé par un mélange de désenchantement et de rejet. C'est presque au-delà des partis. C'est pour ça aussi que, peut-être que évidemment Macron a des incapacités, des défauts, des ratés, des déceptions. Il n'y a pas de doute. Mais ça va au-delà
des incapacités de Macron. C'est-à-dire, regardez ce qui se passe même dans les autres pays. Regardez, je ne sais pas, très très vite, regardez le Brexit, derrière, le parti porteur du Brexit, le UKIP, fondu. Regardez en Allemagne, regardez... c'est au-delà de la capacité de... C'est vraiment très important. Parce que quand vous regardez tous les pays, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, partout, vous avez un éclatement. Les grands partis de gouvernement sont complètement fissurés. C'est fond, je pense, c'est pour ça que Macron, en fait, c'est une étape de décomposition. Pas lui, mais ce que son élection représente. Et tout simplement parce que là, il faut effectivement, nous observons la vie politique au jour le jour, mais il faut un peu de recul. Je pense que tout simplement, les sociétés européennes sont en train de payer très cher, ce qu'on a appelé la grande récession, ce qu'on appelle la grande récession, et qui en France a été en partie amortie, mais ça a été une crise économique. Je pense que les événements à partir de 2008, il faut un décalage dans le temps, et quand vous regardez les systèmes électoraux, ils se dérèglent entre 2012 et 2015 dans l'ensemble des pays européens. À cause de cela, mais pas que cela. Parce pas que cela. Un autre facteur qui à chaque fois fait monter, c'est la corruption. Regardez le Brésil, c'est la corruption. Et quand un parti qu'on croyait propre, alors, le Parti des travailleurs au Brésil, c'est frappant, mais même en Italie, le Parti démocrate pour part, en France, il y a eu dans les années 70-80 le Parti socialiste qui a été atteint. La corruption, c'est ravageur, c'est le facteur, avec ce que vous dites, c'est le second facteur qui détruit la croyance en la politique. Il y a un déclassement civilisationnel global qui est de déclassement des sociétés européennes par rapport aux pays émergents et à l'intérieur des sociétés européennes entre une minorité qui est de plus en plus riche et une classe moyenne qui s'appauvrissent. Et tout ça aggravé par l'immigration. Enfin, tout ça fait système. Et aucune force politique nouvelle ne peut régénérer. C'est ça qui est le plus frappant. Et donc la colère, elle est partout et elle prend des vecteurs divers. Mais Macron a été un des vecteurs de cette colère. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est plus trop quoi en faire. Parce que qu'est-ce qu'on fait à partir de la colère? Et quand Jean-Luc Mélenchon et ses amis Saint-Laure et Charles Tricolore parlent de Macron et de sa bande de petits ministres, ça n'ajoute peut-être pas. Mais de toute façon, Mélenchon a le même problème que le président Macron. Cette assemblée, elle a été élue avec 42% de participation aux élections législatives. Une assemblée où il y a 58% d'abstention et 42%, c'est une assemblée qui de toute façon est forcément extrêmement fragile et l'élection présidentielle à elle seule ne peut pas entraîner le système. Ou alors, carrément, faisons dans la réforme constitutionnelle une proposition que l'élection législative a lieu le même jour que l'élection présidentielle. Et auquel cas, on aura un vote politique et il y aura une participation supplémentaire. Mais si on continue à avoir une sorte de pensée magique où on a un homme providentiel qui surgit, on ne sait où, parce qu'en fait, un homme providentiel, normalement, il doit avoir un passé. Macron n'en avait pas, d'ailleurs, c'était sa chance. Et une assemblée aussi fragile, le système ne peut pas fonctionner, quels que soient les talents du président Macron, que je ne sous-estime pas du tout. Alors, on va passer à une autre facette de la présidence Macron. Elle est peut-être beaucoup plus légère et anecdotique. C'est une femme de l'ombre et qu'il est longtemps restée au point qu'il n'y avait quasiment pas de photo d'elle. Il s'agit de Michèle Marchand, dite Mimi, patronne de l'agence de photos Best Image qui alimente la presse People. Alors c'est trop fait. Il y a eu par exemple la photo du couple Macron en maillot de bain à l'été 2016, en plein lancement de la campagne. Avant cela, il y avait eu celle de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni à Disneyland et bien d'autres encore. Mimi Marchand est aussi devenue la conseillère en images officieuse de Brigitte Macron au point de se rendre tous les jeudis, en tout cas elle l'a fait pendant près d'1 an à l'Élysée pour une réunion de cabinet. Un livre d'enquête sort sur elle demain, dont l'un des auteurs, Jean-Michel Descugis, le journaliste, était interviewé ce matin dans le Figaro. Il fait notamment le parallèle entre Mimi Marchand et Alexandre Benalla. On va voir ses propos à l'écran. Tous deux, dit-il, prospèrent à la frontière de l'officiel et du privé. Ils marchent main dans la main. L'un s'occupant d'assurer la sécurité, l'autre de donner la meilleure image possible de la présidence. Notre enquête montre aussi qu'au plus fort de la crise, Benalla, Mimi Marchand n'était jamais bien loin. Bref, c'est du goût des Macron pour le transgressif, Alexis Brézé, cette présence à l'Élysée. Moi, je ne suis pas expert dans cette affaire, mais je pense que c'est d'abord déjà le goût de l'efficacité. Mimi Marchand, d'après ce que tout le monde raconte, est quelqu'un d'absolument essentiel dans la gestion de l'image des people. Et aujourd'hui, de plus en plus, la politique, c'est une question d'image et ça devient... la communication politique s'inscrit dans les codes de la communication des people. Et c'est vrai que les Macron, peut-être parce qu'ils la connaissaient,
Et puis parce qu'ils faisaient vendre, sont devenus des bons clients, enfin des bons sujets pour les paparazzi. Des intérêts bien compris de part et d'autre. Voilà. Et donc tout ça a très bien marché. Je pense pas, enfin au départ, c'est pas une relation d'amitié de toujours, c'est simplement que chacun a besoin d'autre. Elle fait du business récente avec les photos des Macron, et les Macron, ils se font de la popularité à bon compte sur cette espèce de no man's land politique, de déclin des partis, des idéologies. On regarde les gens, il est jeune, ils sont sympas, puis il y a cette histoire, il est jeune, elle l'est moins, c'est incroyable, et donc ça fait une histoire formidable pour la presse people, et ça a compté dans l'élection de Macron, c'est absolument évident. Après, ce qui est souligné, c'est le mélange des genres. C'est que quelqu'un qui fait de la presse people, l'État pour vendre ses photos, caser ses photographes, c'est quand même un tout petit peu choquant. Je sais pas. Et cette photo, très franchement, la photo qu'on voyait à l'instant, on va la repasser effectivement. Faisant lever de la victoire C'était juste après l'élection. C'est invraisemblable. Elle est dans le bureau élyséen. C'est un manque de. Alors après, elle a expliqué qu'elle ne faisait que passer. La photo elle-même a été. Ce qui est assez savoureux dans l'histoire, c'est c'est l'arroseur arrosé parce qu'elle s'est fait voler cette photo qui a été ensuite diffusée et qui n'avait pas vocation à être publiée. C'est nous qu'on est les princesses. Mélange des genres ou pas, Olivier Duhamel? Sur le côté, à la fois, je joue sur le tableau Presse People et puis en même temps, je fais partie du encore moins mimologue que Alexis. Donc là, elle gagne à être connue. Elle a un passé assez. Non, mais j'ai rien contre du tout. Au contraire, présentez-la moi quand vous voulez. Il n'y a aucun problème. On peut dîner à 3. C'est pas ça la question. Mais mélange des gens, mais qui ne les mélange pas. Je veux dire, si vous avez une agence de com et que vous travaillez pour un politique, un président, un premier ministre, un chef de parti... Quand au début de la présidence Macron, les journalistes se sont fait un peu mettre au pas, il y a eu cette histoire de liste qui avait été faite par l'Élysée pour dire voilà, on veut tel journaliste pour nous accompagner sur tel déplacement et pas d'autres, la salle de presse, enfin bon, tout ça est il y a une volonté Il n'y a plus que les photographes de Mimi Marchand qui ont le droit de faire des photos qui vendent aux journaux choisis par Mimi Marchand. Là, c'est un tout petit peu compliqué. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à empêcher des photographes? Les poules. Physiquement, on l'empêche. Mais comment on fait? Mais s'il y a plein s'il va faire un bain de foule, n'importe qui, tout le monde fait des photos avec ses iPhones. Il y a un déplacement. Est-ce qu'on va être dans l'hélico? Est-ce qu'on va être sur le truc? Est-ce qu'on va pas y être? Et là, il y a le pool. Qui a droit d'être dans le pool? Ça, c'est des négociations auxquelles on participe tous les jours. Oui. Mais quand on dit non, il n'y a pas de pool, il n'y a pas de photo, et puis il y a toujours le gars de l'agence de Mimi Marchand qui va la vendre au journal, on se dit tiens, c'est bizarre pour toi. Donc c'est le monopole qui est à critiquer. En fait. C'est l'instrumentalisation à des fins personnelles. D'une communication qui devrait être une communication publique. D'accord. J'apprends mimologie. Vous voyez, on devient très vite. Pensez-vous que Mimi Marchand, spécialiste de la presse people, soit trop présente à l'Élysée? C'était la question qu'on vous posait. Vous êtes 78% à trouver que oui. Alors peut-être que vous connaissez mieux Mimi Marchand qu'il n'y paraît. Blueberry Cake nous dit notamment marketing, storytelling, pipolisation d'une fonction qui n'est plus qu'une coquille vide. C'est son avis. Double B, la communication peut servir à gagner une élection, mais pas à gérer un pays. Et Nicole s'interroge, la presse people ne devrait pas avoir ses entrées à l'Élysée. Où va-t-on? Erwan Lenoir, vous ne vous êtes pas encore exprimé sur cette grave question. Exactement, mais je ne suis pas non plus un très grand spécialiste de cette grave question. Je crois qu'un point que je voulais rappeler, c'est que Mimi Marchand a commencé à travailler, je crois, avec le couple Macron pour valoriser leur image, mais aussi pour la contrôler, parce que, au sens où la rectifier, parce qu'il y avait un certain nombre de rumeurs qui étaient répandues sur Emmanuel Macron, et ce qu'elle sait faire, visiblement, c'est empêcher des rumeurs de se diffuser. Là, c'était sur sa vie sexuelle. Et donc, ce que dit d'ailleurs votre interview, c'est que ce que raconte l'auteur, c'est que l'épouse d'Emmanuel Macron est allée la chercher pour lui dire il faut arrêter ces rumeurs qui se diffusent partout. Et ça, visiblement, elle sait le faire. Moi, ça me choque pas que le président de la République ait quelqu'un à côté de lui qui l'aide à contrôler son image. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Effectivement, après, mais j'ai pas lu le livre, j'ai pas vu les détails, donc savoir comment est-ce qu'elle utilise éventuellement cette position spécifique pour s'enrichir, parce que c'est le sujet, là, évidemment, ça pose plus de questions. Mais je ne suis pas non plus spécialiste de Mimi Marchand. Pas encore. Eh bien, vous pouvez le devenir en lisant donc ce livre Mimi qui sort demain chez Grasset. Merci en tout cas beaucoup à tous les quatre. Et puis, rendez-vous demain pour un nouveau point de vue présenté par Guillaume Roquette.